Bonsoir. Deux anecdotes pour commencer. J'animais avec Jean-Dominique Sénard récemment un club de réflexion et il racontait qu'il a fait venir le meilleur spécialiste américain de l'IA pour tous les cadres de son groupe. Ils ont vu arriver un type en short avec une chemise à fleurs qui a chanté pendant 1h30. Et à la fin, il a dit « Vous avez sans doute rien compris, mais vous avez compris qu'il y a une rupture absolument majeure. C'est ça que je suis venu vous dire. » Retenez cette anecdote, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. La deuxième, c'est Bernard Charlès, que vous connaissez, le patron de Dassault Systèmes, qui vient de publier un livre chez moi, donc on en a parlé il n'y a pas longtemps, et il dit une phrase qui m'a beaucoup frappé, il dit « C'est Hollywood qui a créé la Silicon Valley, c'est pas l'inverse. » C'est-à-dire que c'est les structures de l'innovation dans la culture, dans le cinéma, dans les formes, qui, quand elles sont reprises par le monde industriel, permet au monde industriel de se développer. Je trouve que cette phrase « Hollywood a créé la Silicon Valley », c'est un peu comme le type en short qui chante, c'est deux éléments qui doivent rester, qui me semblent absolument centrales. La troisième chose que je vous dirais, je vous parlais de quelqu'un que je pense que vous ne connaissez pas, même vous, Madame la ministre de la Culture, c'est Beat Stabolski, qui est un historien hongrois qui est mort en 1956 et qui n'écrivait qu'en hongrois. Donc évidemment, il n'est pas extrêmement connu. Il a écrit un petit texte qui s'appelle « Les cigognes d'Aquilée ». Et il dit, il y a eu 3 grandes ruptures dans l'histoire de notre civilisation. Il y a l'effondrement de l'Empire romain, c'est la fin de l'esclavage, la montée de l'individu. Il y a la Renaissance, Rome n'est plus au centre du monde, il y a la découverte de l'Amérique. Et il y a le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, l'homme n'est plus maître et possesseur de la nature. Et les rapports entre les sexes ont complètement changé parce que l'individu fait que l'homme comme la femme quittent leur position historique. L'homme d'être héroïque, de travailler, de dominer, de faire la guerre et de symboliser l'autorité, et la femme de tenir son mari, son ménage, sa maison et ses enfants. Et les deux sont en train de se défaire complètement, sauf que ces deux ruptures, dans les milieux populaires, elles sont souvent vécues comme une drame, et dans les élites sociales comme un plaisir et un amusement, y compris par exemple le fait de changer de partenaire amoureux. Je vous rappelle que 63% des bébés naissent hors mariage en France, 30% des couples sont recomposés, 60% des PMA sont demandés par des femmes seules. Mais on manque de donneurs masculins. Donc c'est important de se dire ça. Parce que les ruptures, et moi le chiffre je trouve le plus significatif, c'est 63% des bébés naissent hors mariage. Parce que même dans quelqu'un de ma génération, je suis un peu plus vieux qu'un certain nombre de gens ici, c'est une idée totalement étrangère. Nous qui en 68 avons un certain nombre de projets de rupture, il y avait 6% de bébés hors mariage. Et excusez-moi, c'était plutôt des filles, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Ça veut dire qu'on est sorti des cadres anthropologiques, quelque part, on y reviendra, le travail, le mariage, la démocratie, peut-être même la propriété, peut-être le CDI, c'est-à-dire des engagements de longue période. On recherche le sens dans le court terme, on recherche le sens pour soi, on voit très bien avec les jeunes, leur rapport au travail, etc. Donc on est dans tous ces bouleversements. Et la grande pandémie, je n'y reviendrai pas, vous en avez parlé, pour moi c'est une rupture historique monstrueuse. 5 milliards d'êtres humains ont mené le même combat avec les mêmes techniques. 5 milliards, c'est jamais arrivé, rendez-vous compte de ce qu'on dira dans 300 ans. C'est inimaginable, dans les livres d'histoire, il y aura un chapitre entier. On a sauvé à peu près 300 millions de vies, d'après les statisticiens, simplement par nos comportements. 20 ou 30 millions grâce au vaccin, semble-t-il. Bon, là, je reste sur les spécialistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans l'histoire humaine. L'humanité a mené son premier combat commun contre, au fond, la rupture du rapport avec la nature. Pour moi, ce pangolin, il me fait penser à l'archiduc à Sarajevo. C'est à peu près la même chose, le même événement historique. Alors, je ne sais pas trop si c'est vraiment un pangolin, mais au fond, ce n'est pas essentiel. Et donc, l'humanité a montré qu'elle pouvait mener des combats planétaires et les gagner. Et c'est ça qui est important, notamment dire aux jeunes, on va gagner la bataille climatique parce qu'on a gagné la bataille, cette bataille-là, effectivement, à cause de ce petit pangolin. Et puis on a compris que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Et je pense, si vous voulez, on le savait, on l'anticipait. Maintenant, je dirais qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre. Il y a déjà eu 600 hectares qui ont brûlé près de Nice. Dans les ch'tis, en ce moment, les pieds dans l'eau, ils ne peuvent pas rentrer dans leur tracteur. Si on s'éloigne de nous, c'est encore pire. Donc on est là dans une époque où on a besoin de protection, on a peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a ceux qui disent on se replie sous notre béret et on verra bien. Et ceux qui disent on affronte cette situation. Il y en a qui peuvent l'affronter, il y en a qui ne peuvent pas. Retenez aussi autre chose. La grande pandémie, au fond, c'est le moment où le véhicule numérique écrase l'essence et le pétrole. Quand on veut contacter quelqu'un,
On fait d'abord un Zoom, un Skype, un téléphone. Depuis la guerre, on prenait d'abord sa voiture, etc. Au fond, on est passé d'une civilisation du lien physique à une civilisation du lien numérique. Et ce lien numérique, c'est l'essentiel du lieu par où circule le bien culturel pour la jeunesse. C'est 30% du travail. C'est effectivement une grande partie de la vie érotique et sexuelle. C'est évidemment tout ça. Et c'est la livraison. 70% d'entre vous avez commandé cette semaine un objet avec votre téléphone portable. Donc on est dans une nouvelle société, du local et de la livraison, de la culture. Le monde de la culture a mal fois comprendre que la jeunesse est cultivée par le numérique. C'est pour ça que le pass culture, au début j'étais contre, en fait c'est bien. Le problème c'est comment on fait sortir les jeunes de l'écran pour les ramener dans la réalité. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils sortent de l'écran? Mais c'est essentiel de comprendre ça. Parce que le lien numérique, le véhicule numérique est l'avenir de nos liens, en matière de santé, dans tous les domaines. Et donc ça me semble très important à comprendre. Et puis, si vous voulez, dans ces bouleversements, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est Pierre Wells qui a écrit un livre qui s'appelle Bifurcation. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Wells, c'est l'ancien patron de l'école des Ponts. C'est un chercheur qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias parce qu'il n'accepte pas le jeu des médias, il ne parle que de ce qu'il a fait lui-même. Mais quand vous êtes sur un plateau, il faut parler aussi du contexte, donc ce n'est pas un très bon produit médiatique. Mais par contre, il est passionnant. Il dit c'est une bifurcation du monde. Bifurcation. Et ce mot est en train de s'imposer. Il n'y a pas de décivilisation. Le président de la République, je suis désolé, il a repris ce terme qui avait été utilisé contre le nazisme. Il n'y a pas de décivilisation. Il y a sorti des cadres historiques de la civilisation, le mariage, la démocratie, la proximité, etc., les liens anciens. Et il y a réorganisation. Par exemple, la famille tribu est une famille d'une puissance incroyable. C'est le premier, si vous voulez trouver du boulot, la première probabilité, c'est que ce soit la famille tribu qui se mette au boulot pour le chercher. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de famille tribu, notamment dans les immigrations, ont beaucoup plus de mal à trouver du travail. Mais donc, on est dans des nouvelles structures. La famille tribu a remplacé le mariage. D'ailleurs, à Paris, les mariages durent en moyenne 5 ans, et ils sont souvent faits avec les enfants. C'est assez amusant que les enfants assistent au mariage de leurs parents, et au fond, c'est une fête qui reconfirme. Mais je joue beaucoup sur ces questions du mariage, parce que c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans tous les types de liens. Tous les types de liens aujourd'hui sont sortis des institutions. Donc retenez cette idée qu'il y a deux révolutions anthropologiques. Ça, c'est Boris Cyrulnik, on avait un débat la semaine dernière là-dessus. J'aime beaucoup son idée. Il y a deux révolutions anthropologiques. Il y a la fin, effectivement, de l'assignation au destin de l'homme et de l'assignation au destin de la femme vers, effectivement, une société de l'individu qui entraîne une chose énorme, c'est que les filles se battent à l'école et se battre dans le travail, se battre vers le pouvoir. Dieu sait si on le voit partout. Et que les hommes se disent, mais au fond, je ne suis pas obligé de tant travailler. Et donc les hommes ont diminué leur temps de travail par 2. Moi, j'avais travaillé auprès de la ministre sur les 35 heures. C'était passionnant. Les messieurs se disaient, j'achète un vélo, un petit bateau, qu'est-ce que je fais? Et les dames se disaient, je m'occupe des enfants, j'améliore ma don cuisinière. Les dames, c'était développer le gommage, c'était beaucoup développé. Et les émissions un peu idiotes l'après-midi pour les femmes 4, il y avait enfin un petit moment pour regarder ces émissions qui ne sont pas un peu idiotes, enfin excusez-moi de ce jugement de valeur. Et donc c'était tout à fait intéressant de voir cette rupture et comment elle était vécue. Et c'est encore vrai maintenant. Et donc au fond, ce qui est en train de se passer, c'est que les hommes passent la main. Et du coup, on a un discours sur la fin du travail ou la fin de l'engagement dans le travail que je ne partage pas, mais effectivement, l'héroïsme au travail, ça c'est en train de disparaître. Alors qu'avant c'était héroïque de travailler tout le temps, de travailler le week-end, de dire « Ah, moi je suis un gros travailleur », vraiment c'était très très bien. Et maintenant c'est plus positif. Regardez les Allemands, d'ailleurs à 5 heures ils quittent leur bureau. Nous en France, si à 6 heures vous devez partir à 5 heures, il ne faut pas partir 1 heure avant, sinon vous êtes perçu déjà comme un glandeur. Mais par contre, les filles vont vers le travail, mais pas avec une culture de l'héroïsme, avec une culture de l'autonomie, avec une culture de la liberté de leur choix, qui évidemment les entraîne à ces relations de couple complexes, puisque 30% des couples seront composés, 60% des enfants, 63% enfin naissent en mariage. Donc retenez tout ça. Il y a une bifurcation, il y a ceux qui le vivent comme un drame, qui sont conservateurs, qui sont en train de perdre, parce que le monde se reconstruit. Il se reconstruit autour de l'individu, il se reconstruit autour de la famille, il se reconstruit autour de l'entreprise. Les gens ont beaucoup plus confiance dans l'entreprise pour gagner la guerre climatique que dans le politique, mais ça n'a rien à voir. Le groupe social le plus valorisé, ce sont les artisans. Et c'est ceux qui se développent aussi le plus. Regardez, tout le monde a envie d'avoir des morceaux en bois chez lui, etc. Ce sont des populations qui font avec leurs mains et qui ont repris la formation. C'est une des grandes questions. Nos jeunes doivent à nouveau être formés à se servir de leurs mains. Moi, je fais partie d'une génération où on avait une demi-journée par semaine de travaux manuels, du fer, du bois, de la cuisine, de la couture. J'ignore pourquoi on a supprimé ces activités. Je ferme ma parenthèse. Et dans cette société-là, il y a une chose qui me semble essentielle, c'est qu'on vit tous dans une situation de double proche. Il y a le proche autour de nous. Ce n'est pas la commune ne nous intéresse pas, sauf si elle ne marche pas.
C'est ce qu'il y a autour de nous. Je sors de chez moi, je vois le marché, la place, l'église pour les uns, mais 4% des gens vont encore à l'église, 9% à la mosquée, donc c'est pas vraiment le 2% en parti communiste. Les grands systèmes d'appartenance qui étaient l'église et le parti communiste sont devenus des activités importantes pour certains, profondément respectables, mais qui évidemment n'entraînent plus les proximités. Le double proche, c'est le fait que vous avez ce proche-là, et vous avez l'autre proche, le proche numérique. Et plus ces deux proches sont différents, plus vous avez peur. Si vous prenez, je ne veux pas faire de politique, je veux faire une carte électorale. Dimanche dernier, où est-ce qu'on vote le plus pour les rassemblements nationaux? Dans les petits hameaux perdus, où là, c'est la paix totale. Mais ce qu'on voit à l'écran est terrifiant. Si vous habitez au centre de Marseille, j'ai été élu à Marseille, vous savez que le risque d'être assassiné est quand même relativement faible. D'ailleurs, ce n'est que la 6e ville en matière d'insécurité en France. Le risque d'être violé aussi est très faible, etc. Donc, ce qu'il y a à l'écran ne fait pas plus peur que ce que vous voyez sur la plaine quand vous vous y promenez. Donc vous avez moins peur, donc vous ne votez pas pour des partis populistes. C'est très important cette histoire de double proche, parce qu'effectivement on va aller vers ça de plus en plus, y compris il faut qu'on l'intègre dans nos politiques, dans notre éducation, etc. Donc on est au moment où la nature fait l'histoire, on est au moment où l'homme doit d'une part se battre pour arrêter sa prédation et limiter sa prédation, notamment sur le CO2, mais qu'en même temps, il doit se protéger. Et puis, il doit accepter qu'il ne fait plus l'histoire. C'est très difficile pour la politique, parce que la politique, c'est le fait d'entraîner les hommes. Mais si c'est la nature qui entraîne les hommes, quelle est la fonction de la politique? Et en quoi elle fait rêver? C'est pas évident du tout. Et on passe donc d'un modèle de domination, qui était celui de la Révolution du XIXe siècle, domination des colonies, domination de la matière, domination de la nature, domination des femmes. Et ces 4 grandes dominations qui nous reviennent en boomerang en ce moment, que ça aille de MeToo au mouvement décolonial, à la nature, etc., a une relation complètement différente avec des révolutions industrielles comme l'IA dans l'industrie. Regardez dans l'industrie comment l'industrie rentre dans la nature. Et comment le rapport n'est plus un rapport de domination. Vous voyez, pour revenir sur Bernard Charlès, il me racontait l'autre jour, il était extrêmement fier parce qu'ils viennent d'arriver à opérer des cœurs de nourrissons dans le ventre de leur mère qui ont des défauts pour les corriger avant la naissance. Et il dit, c'est extraordinaire. L'enfant va naître avec un cœur qui va bien marcher et il va vivre sa vie comme ça. Et c'est évidemment complètement différent comme rapport, mais c'est de l'industrie. Mais une industrie qui joue avec la nature. Et c'est vers ça que vous devez aller, c'est vers ça qu'on doit aller. Voilà, c'est tout ça qui se passe. Retenez quelques mots-clés. Mobilité. Mobilité. 10% des gens meurent dans la commune où ils sont nés. 50% des gens vivent dans le département où ils sont nés. Rien que cette mobilité, on fait 70 km par jour. Retenez un autre mot, discontinuité. Plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Donc il n'y a plus d'âge pour divorcer, pour changer de conviction, pour déménager, pour changer de métier. Il n'y a plus d'âge. Et d'ailleurs, on le voit très très bien. Les messieurs, quand ils prennent leur retraite, souvent se disent que bon, une aventure avec une dame plus jeune, etc. Et je vous rappelle quand même que, par exemple, au Festival d'Avignon, 65% des spectateurs sont des femmes. Donc on est là sur des mobilités plus diverses, qui fait aussi que les gens ne restent pas. On n'a pas forcément envie de rester. Je ne fais pas l'éloge. Si vous restez toute votre vie et que vous avez épousé votre voisine et que vous avez un emploi à vie, c'est excellent. Mais c'est totalement périphérique. Le rapport à la nature est central. Mais le rapport à la nature charnel. 67% des Français ont un jardin. 4 millions de familles ont 2 maisons. Le modèle normal, c'est d'avoir planté son arbre, d'avoir son chien, parce que la guerre écologique, elle est aussi charnelle. C'est non seulement une abstraction, mais c'est aussi le plaisir de faire pousser. 15 millions de Français ont fait la semaine dernière du travail dans leur jardin pour planter leurs tomates. Mais on n'en parle jamais. 15 millions de Français ont planté des tomates. C'est quand même des événements considérables de société qui nous échappent complètement. Et surtout, il n'y a plus de prévisibilité. Vous voyez, quand je travaille avec les grandes banques, il m'arrive comme vous là de faire des assemblées générales, et ils me disent, nous, quand quelqu'un arrive en disant j'ai un plan de développement à 5 ans, on lui dit bon d'accord, on le range dans le tiroir, et tu vas nous dire quelle est la culture de ton entreprise, quelle est la cohésion du groupe de direction, et quels sont les rapports sociaux dans cette entreprise. Et c'est là qu'on peut te prêter de l'argent, parce que dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? À quelle vitesse ça va se réchauffer? On n'en sait strictement rien. Le réchauffement, regardez le fait que la forêt ne capte plus le carbone. Est-ce qu'on le savait il y a 10 ans? Bon, pour prendre des exemples simples. Un monde d'imprévisibilité, où forcément la question, c'est comment le politique s'est raconté, notamment aux plus modestes, un récit qui les sécurise. Il est assez évident que ça n'a pas très bien marché. Et donc on est là dans une situation où cette imprévisibilité, pour les gagnants, elle est un jeu. Mais pour les gens modestes, elle est un défi, une perte. Vous voyez, par exemple, acheter une voiture électrique. Dans mon milieu, c'est rigolo. Moi, j'ai été m'acheter une hybride pour voir comment ça marchait, puis je ne l'ai pas regardé, j'en ai acheté une autre. Parce que c'est nouveau, c'est un nouveau jeu.
Mais les milieux populaires qui ont déjà du mal à rouler à des voitures d'occasion qui ont déjà 15 ans, et on leur dit tu vas t'acheter une voiture électrique, ils voient comme si on leur enlevait le moyen de se déplacer. Retenez cette idée de l'imprévisibilité, et je pense que ça va s'accentuer, et que donc c'est les groupes sociaux. Et dans ce processus, vous savez que, je viens de faire un livre avec Laurent Berger, 90% des accords d'entreprise sont signés par tous les syndicats. Le conflit capital-travail dans l'entreprise privée est terminé. Par contre, le conflit autour du public et du parapublic, où on nous pique 56% du PIB, alors que 40% des gens avec ça n'ont pas les services auxquels ils ont droit, ce conflit-là, il est partout, SNCF, hôpital, etc. Et vous êtes évidemment dedans, éducation. On est dans un État qui s'est alourdi, un État qui coûte cher et un État qui est protégé par certaines familles politiques contre d'autres. Donc il y a tout ça devant. J'accélère. Le changement aussi pour vous, c'est la question du travail. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, l'héroïsme. Mais c'est plus que ça, c'est la fin du Fordisme. La culture fordiste, ça a structuré nos sociétés depuis les années 30, avec une hiérarchie, des cadres, etc., qu'on retrouvait dans la famille, qu'on retrouvait partout. Il n'y a plus de culture fordiste. Il y a bien sûr des développements énormes de l'autonomie et de la mécanisation. Et puis il y a l'IA qui va venir. L'IA, ça va taper dans les cols blancs. L'IA, c'est moi, par exemple, dans mon entreprise d'édition, parce que je dirais une édition, avant, je faisais décrypter les entretiens, mais maintenant, je les ai pour 60 €, même niveau de qualité. Et c'est pas tellement que c'est moins cher, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Je les ai en une demi-heure, alors que le temps qu'on me le décrypte, ça prenait 15 jours. Et je prends cet exemple parce que je le vois dans ma boîte, mais c'est partout pareil. Donc on est là dans un bouleversement profond du travail, où le sens premier de la vie des gens, c'est leur vie privée. Le travail est quelque chose qu'on fait dans le cadre de sa vie privée, alors qu'on était dans une société du travail, et le temps qui restait était dévolu à des activités militantes, religieuses, etc. Nous, c'est complètement l'inverse. On est d'abord, vous savez qu'on vit 700 000 heures, un peu plus les jeunes d'aujourd'hui. La durée légale du travail, M. Macron nous a rajouté 3216 heures, donc on est passé à 72 000 heures de travail légal sur une vie de 700 000 heures, mais on arrive vers 750 000 heures. Le travail sur le lieu de travail. Donc on est là. Et si vous voulez, ce travail-là, il est devenu minoritaire dans la durée de vie des gens. Et donc c'est pour ça que la culture se construit d'abord en dehors. Où est-ce qu'on apprend? En dehors du travail. Où est-ce qu'on découvre? Alors, 46% des gens ont eu des aventures amoureuses de travail et 20% des couples s'y sont formés. Donc il reste quand même au travail un certain nombre d'enjeux essentiels. Mais retenez toutes ces transformations-là. Et retenez que toute la question du pouvoir sur le temps a complètement changé parce que on vit 700 000 heures. Et qu'on ne travaille que 70 000 heures. On a fait 30 000 heures d'études. On est à peu près au moment, quand vous êtes à Bac plus 4, vous faites 1 heure d'études pour 2 heures du travail. C'est inimaginable comme ratio. C'est-à-dire qu'on va sans doute aller vers des équivalences beaucoup plus fortes pour augmenter notamment la productivité, qui est un enjeu majeur. Retenez tout ça, retenez la société du double proche, retenez l'idée qu'on a été porté par l'idée de modernité, notamment depuis la guerre. Aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est l'esprit des lieux et la technologie. Ils veulent d'abord ce qu'on appelle de l'identité, connaître leur lieu, connaître leur origine, et puis qu'il y ait de l'hypertechnologie. Ce qu'on adore dans le téléphone portable, c'est tout ce qu'il peut faire dans un tout petit objet comme ça. On n'a pas envie qu'il soit énorme. Il faut une hypertechnologie, mais dans l'esprit des lieux, dans la culture des lieux, dans la culture des individus. Il y a tout ça qu'il faut se dire. Et se rajouter que nous n'avons plus le temps. Vous voyez, après la guerre de 14-18, on a pris 50 ans à s'entretuer, les communistes, les fascistes, etc. Mais je dirais qu'on avait le temps. Bon, on a eu beaucoup de victimes, hein, évidemment, mais enfin, en gros, on avait le temps. On n'a pas le temps. On est obligé de gagner la bataille climatique avec les structures que nous avons, les structures privées comme les structures publiques. Donc c'est très compliqué. On ne peut pas changer. On peut changer les affections. L'État peut prendre une participation dans Total Énergie ou autre. Il y a des stratégies. Mais on n'a pas le temps de réorganiser le monde parce qu'on voit très bien que la chaleur va beaucoup plus vite. Autre question à ne pas oublier, je pense que le rapport entre plein d'activités privées et plein d'activités publiques découle d'une autre époque et qu'il y a tout un enjeu parce que la capacité du privé à changer, à aller vite, à faire des choix est sans commune mesure avec celle du public. Celle du public a d'autres atouts. Donc là, on est dans un grand changement. Donc disons que la Troisième Guerre mondiale a commencé, qu'elle sera terrible, elle sera plus terrible que les 2 premières guerres mondiales, mais en même temps, on va la gagner parce qu'on a gagné la guerre du Covid. C'est ça, au fond, mon message principal. Alors vous, je ne suis pas spécialiste de vos données, mais quand on regarde, depuis 30 ans, la première préoccupation des Français, c'est la santé. Or, ce n'est jamais la première préoccupation politique. Comment ça se fait qu'on n'a pas construit une maison de santé dans toutes les communautés communes de ce pays? Comment ça se fait que dans les tiers-lieux, il n'y a pas une partie santé? Puisqu'on a créé 2600 tiers-lieux, il n'y a quasiment jamais de santé. Il
Hier, j'étais à Cherbourg, on en discutait, comment on fait ces choses-là. Donc la question, si vous voulez, de créer une société robuste dans la proximité, en gros, un collège, une maison de santé, une maison de service public, une gendarmerie. C'est quand même la base à l'échelle de la communauté de communes. C'est quand même pas le bout du monde. Mais nous, on est tous sur les gagnants. Les entreprises, les innovations. Alors bon, c'est vrai qu'en matière de Covid, je n'y reviendrai pas pour ne fâcher personne, mais enfin, on n'a pas été les plus performants. Mais enfin, quand même, on avait l'idée en France qu'on était les meilleurs. On avait la sécurité sociale, alors c'était mieux que tout le monde. D'ailleurs, rappelez-vous, au début du Covid, quand ça s'est développé en Italie, on dit, oui, non, mais les Italiens, c'est normal, vous comprenez, bon, les Italiens, bon. Et puis après, les Allemands, alors pas de bol, les Allemands, ça a parti un peu plus tard. C'est quand ils sont rentrés du ski, en fait, qu'ils sont rentrés. Parce qu'ils ont attrapé au ski, ils sont rentrés du ski. Alors quand même, les Allemands, on a dit, ça marche mieux, les Allemands et tout. Rappelez-vous comme tout ce qu'on a pu dire sur le regard qu'on a eu, ce qu'on a pu dire, évidemment, de l'Asie, la Corée du Sud, par exemple. C'était normal, dans ces pays-là, ils ont toujours eu des pandémies. C'est eux qui nous les filent, les pandémies, depuis toujours. Moi, j'habite exactement entre la tombe de Camus et la tombe de Giono. Donc, ces grandes maladies, je les suis de très près, si je peux dire. Donc, on est dans toutes ces transformations. Et donc, on a deux problèmes différents. On a gagner, inventer, innover, qui est le cœur de votre métier. Mais si on ne sait pas produire une société robuste, c'est-à-dire le médecin au bout de la rue, le médecin pour s'occuper de son enfant, le fait que ces choses soient liées, les destructions par les systèmes populistes vont nuire à la créativité des gagnants. Une société ne peut pas fonctionner qu'avec les gagnants. Elle doit lier les gagnants et les gens qui, au fond, ont simplement envie d'une vie de braves gens. Et ça, pour le moment, visiblement, ça n'a pas très bien marché. Et je pense que la question de la santé, la question de vos métiers, c'est ce lien entre les deux, l'innovation et cette question de robustesse de leur proximité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Viard, pour cette intervention passionnante qui nous change de nos sujets habituels et bien intéressante, très riche. On va donc ouvrir le débat, si quelqu'un veut poser sa première question. Peut-être, je vais poser la première du coup. Oui, il faut lancer comme ça. Voilà, pour lancer le débat. Dans votre ouvrage, justement, Un juste regard, vous revenez sur les enseignements de la pandémie et vous faites le lien entre la pandémie et le fait que ça peut nous donner des pistes et de combats pour lutter contre le changement climatique. Vous pouvez développer un petit peu cette idée-là ? C'est Churchill qui disait « Il ne faut jamais rater une bonne crise ». Et on le voyait qui était là tout content, puisque c'était quand même son grand plaisir dans la vie. Je vous rappelle que Madame Churchill voulait écrire pour lui dire « Mon chéri, on a dit qu'on fait un enfant cette année, il faudrait qu'il passe à la maison ». Donc là, il n'était pas très dynamique, mais par contre, il était très très dynamique sur le rapport aux crises. Et donc, la grande pandémie, d'abord, ça nous a permis, au fond, c'est une guerre mondiale qu'on a gagnée tous ensemble. Mais pas pareil, parce que nous, on a protégé les vieux, les gros et les malades. Ce qui est quand même insensé. On a arrêté la société pour les improductifs. Les Chinois ont soigné d'abord les productifs. Quant aux Américains, chacun voit comment ça s'est passé. Donc ça veut dire que d'abord, ça c'est important, la démocratie européenne a réaffirmé son humanisme. Parce que l'espérance de vie en EHPAD est de 3 ans et 2-3 mois. Donc tous les vieux qu'on a sauvés au début sont déjà morts d'autre chose. Est-ce que ça valait le coup d'arrêter la société, d'arrêter l'éducation de nos enfants, de s'enfermer chez nous, etc. On peut dire oui en termes de valeur, évidemment. Mais une société qu'on disait obsédée par l'économie, par la production de richesses, etc., a montré qu'elle était d'un humanisme incroyable. Donc ça, c'est la première chose. Et soyons-en fiers comme Européens. On a été exceptionnels. Je crois qu'il peut le dire comme ça. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut se servir de ces pandémies pour revalider les valeurs. Quand je dis qu'il y a eu 200 ou 300 millions de vies sauvées, chaque fois, on me dit, t'es sûr? Je dis, non, je ne suis pas sûr, c'est les statisticiens qui l'ont calculé. Mais c'est les chiffres qui font circuler. Même les gens qui nous gouvernent, il m'arrive d'en rencontrer, ils ne savent pas. Je leur dis, mais dis-le aux gens. Montre qu'on a gagné un combat, qu'on a sauvé des vies. C'est quand même essentiel de se motiver dans la victoire. C'est pour ça que j'utilise la grande pandémie pour dire, effectivement, au fond, c'est une escarmouche de la guerre climatique. La première escarmouche grave. Donc on a appris des trucs, par exemple que les chaînes économiques ne font pas le tour du monde en 5 minutes, que ce serait très bien d'avoir un seul fournisseur à l'autre bout du monde, mais il peut y avoir des pandémies, il peut y avoir des guerres, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les circuits économiques qui sont en train de se réorganiser, mais en même temps on est ensemble. On ne peut pas laisser mourir, par exemple, les Africains. Vous me direz, ça nous arrange, ils vont bientôt être 2,5 milliards, on ne sait plus trop où les mettre. Mais on ne peut pas dire, on ne les soigne pas, comme ça ira bien. Donc, parce que là, nos principes humanistes vont s'y opposer. Mais il faut se dire ces choses-là. Voilà. Donc ça, je crois que là, on a appris des choses. On a aussi appris des choses, c'est que le mode de vie des gens, qui a bien vécu la pandémie?
Mais c'est des gens qui ont des maisons avec jardin. Il y a 420 000 Parisiens qui sont là dans leur résidence secondaire. Et il y a 54% des habitants de l'Île-de-France qui font du télétravail. Mais, mesdames et messieurs, vous êtes l'exception dans la nation. Dire, la moyenne nationale, c'est 25% de télétravail, et dans plein de métiers, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez réfléchi comme compensation pour les autres? Qu'est-ce qui gagnent les autres? Bon, on voit bien les Parisiens, ils partent dans leur résidence secondaire le jeudi soir maintenant. D'ailleurs, si vous invitez des amis, c'est le jeudi, c'est plus le vendredi. Parce que le vendredi, il y a des places dans les restos. Parce qu'on part le jeudi, on revient le mardi matin. Et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'en partent pas? Prenez une chose simple pendant la pandémie, qui a le plus souffert? Les gens où on a construit des logements qui ne sont pas traversants. On ne peut pas faire de courant d'air. Qu'est-ce qui a pu penser depuis 30 ans construire des dizaines de milliers de logements qui ne sont pas traversants, donc qui ne peuvent pas être rafraîchis par un courant d'air? Excusez-moi, ma grand-mère le sait déjà. Donc, comment on a pu... Après, on met des gens dans des boîtes et puis on dit « Ah ben c'est bizarre, ils ne sont pas contents. Ils sont terribles, ces immigrés. » C'est vrai. Pourtant, ils sont habitués à la chaleur. Donc, il y a tout ça qui nous a fait apprendre des choses et qui fait qu'il y a toutes ces transformations-là. Et puis, si vous voulez, je crois qu'on a remis la science au centre. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'avant la pandémie, on disait « c'est un progrès ». Et on vous disait « bon, le progrès, il n'y en a plus, c'est fini, les progrès ». Pourquoi? Parce que le progrès, ça a été une idéologie. C'était l'idéologie du 19e siècle. Et vous savez, un des gros problèmes du 20e siècle, c'est qu'il a entièrement vécu dans des systèmes idéologiques du siècle précédent. Le fascisme, le communisme, le progrès. Et donc l'idée, c'est... Et on a déployé ces systèmes du siècle passé. Nous ne refaisons pas la même chose. Nous ne prenons pas les manières de penser du siècle d'avant pour penser le futur. Pensons à partir du futur pour essayer de penser le présent. Parce que quand on est dans une phase de changement comme ça, on ne peut pas penser à partir du passé. On peut projeter le futur et à partir de là, essayer de penser dans l'autre sens. Ça aussi, on l'a appris pendant la grande pandémie. Vous voyez, la grande pandémie, c'est tout ça. Et c'est notamment, effectivement, cette remise, cette fin de l'idéologie du progrès. Il y a des progrès, évidemment, plein de choses, mais pas comme idéologie collective. Au fond, l'idéologie du progrès, elle s'est arrêtée quand on a arrêté le Concorde, quand on s'est limité de vitesse sur les autoroutes, on pourrait prendre d'autres exemples, et quand on a dit il y a du progrès positif et du progrès négatif. Comment on fait? Comment on articule les deux? On n'est pas encore très fort là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on a appris beaucoup de choses, et on a appris surtout qu'on pouvait gagner. Et ça, c'est important parce que, vous savez, De Gaulle, s'il n'avait pas cru qu'on allait gagner la guerre, il n'aurait jamais lancé l'appel du 10 juin. Ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui croyaient qu'on allait la gagner. Mais lui, il en était totalement convaincu. Et beaucoup de ceux qui ont travaillé, comme avec Vichy notamment, ils étaient sûrs qu'on allait la perdre. Une guerre, on la gagne que si on y croit. Et il faut la croire. À cause de ça, on peut y croire. Merci d'être positif, en tout cas, surtout en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai lancé le débat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des micros qui peuvent circuler. On vit un peu effectivement des moments un peu chahutés en France. Dans le contexte de toutes ces mutations que vous décrivez, quel est le rôle futur alors du politique? Je ne sais pas. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a besoin du politique. Pour organiser, on ne peut pas s'en passer. Bon. Alors, on a appris une chose du siècle précédent. C'est que quand le politique domine l'économie, on mène au totalitarisme. Quand c'est l'inverse, c'est l'économie qui domine sur le politique, au fond, c'est les modèles fascistes d'Amérique latine, etc. Bon, on a appris une chose essentielle, c'est que la puissance du politique et la puissance de l'économie doivent en permanence chercher une forme d'équilibre. Et ça, c'est un apprentissage absolument essentiel. Bon. Après, on est dans une période où, en gros, le politique, il y a deux choses. Il y a le local, la proximité. Là, on a un énorme boulot à faire parce que nous, avec notre myriade de communautés, on n'y comprend rien, ça coûte une fortune et on n'a pas une bonne école. D'ailleurs, les gens visent vers le privé. On n'a pas un bon hôpital, les gens visent vers le privé. Si on continue comme ça, on n'aura plus que de la santé privée, de l'éducation privée. Et de la police privée. D'ailleurs, il y a plus de policiers privés que de policiers publics. Donc on voit bien comment on glisse comme ça parce que la machine ne marche pas. Bon. Donc ça, si vous voulez, c'est le cœur un peu de la transformation. Et donc comment le politique, là-dedans, il se reprend? Ben, on voit bien qu'il a tendance soit à être porté par des gestionnaires. Et or, la politique, ce n'est pas de la gestion. La politique, c'est de travailler sur les désirs des gens. C'est de leur donner du sens, de leur donner... Vous savez, je racontais tout à l'heure un sondage qui m'avait beaucoup frappé dans le face-à-face entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. On avait dit aux gens, lequel tu as le mieux compris de ce face-à-face à la télé? Et les gens disaient, ah, Giscard d'Estaing. Et pour qui tu votes? Pour Mitterrand, parce qu'il en sait plus que moi, je n'ai pas compris. Donc, le problème de la politique, c'est ça qui est complexe. C'est que quand on veut faire tout simple, mais c'est pas vrai, tout le monde sait que c'est hyper complexe. Si le mec, il est là-haut, et bon, il doit en savoir plus que moi, sinon je serai à sa place. Donc, on est là. Donc, on est dans une période gestionnaire qui est préoccupante, notamment en France. Je crois qu'on sort, on n'est pas encore sorti, mais enfin d'une période très gestionnaire. Comment on va refaire des camps? Mais c'est très simple. On a fait des camps
issu du conflit entre le capital et le travail pour aller très vite. Donc d'un côté l'Église et les propriétaires, de l'autre côté le Parti communiste et ses associés pour aller très très vite. Donc il y avait deux structures idéologiques qui s'affrontaient. Elles ne sont pas opérantes en matière de réchauffement climatique. On peut être un bon chrétien ou un bon communiste et lutter contre le réchauffement climatique ou l'inverse. Donc comment on va reconstruire des camps entre ceux... Il y a deux choses qu'il ne faut pas dire. C'est on ne fait rien ou dire on ne peut rien faire. C'est deux phrases mortelles. Il faut dire aux gens, si on fait plein de choses, et effectivement, on peut faire, on pourra gagner la bataille. On peut discuter de la vitesse, des mutations. Est-ce qu'il vaut mieux des entreprises un peu plus publiques pour faire ou pas? Mais il faut qu'on soit d'accord sur l'objectif central, c'est la survie de nos descendants. C'est être la bataille normale. Parce que ça, c'est une bataille qui nous rassemble. Qu'on soit riche ou pauvre, éduqué ou pas, etc., le désir que ces enfants vivent est un désir qui est le plus partagé. Mais pour l'instant, on a les camps du passé qui, honnêtement, sont assez effrités. Et vous savez, un syndicat français a plus d'adhérents que tous les partis politiques. Un. Donc les grandes structures d'appartenance aujourd'hui, c'est plus les partis politiques. C'est le territoire, c'est les entreprises, c'est les syndicats, et puis c'est cette vie de proximité. Les fêtes d'anniversaire, j'adore les fêtes d'anniversaire. Les fêtes de fin d'année scolaire. Moi, j'aimerais que les ministres de la Culture y soient. Enfin, c'est le grand moment de la vie culturelle dans nos villages, où les petites filles, les petits garçons montent sur la scène. On peut dire c'est nul, c'est pas des artistes. Oui, d'accord, mais c'est ça qui est populaire. Prenez Avignon, tout le monde dit c'est très bien Avignon. Alors j'ai fait une petite émission là-dessus l'autre jour. Méchamment, j'ai dit Avignon, oui, 3% d'ouvriers et d'employés vont à Avignon. Alors, c'était quoi le message de Jean Vilar? D'autres questions? Madame la ministre. Ah, évidemment, là. On va pas se discuter. Je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle se passe dans la circonscription que j'ai représentée pendant 25 ans. Et il m'invite à la cérémonie des vœux. M'accueille la sous-préfète de Segré, Jamila M., qui m'annonce que Segré ne s'appellera plus Segré. Ça s'appellera Anjou Bleu. Le député, très sympathique, vient de divorcer de sa femme et de ses 4 enfants pour épouser le fleuriste du village. Il succède à un député Renaissance dont la suppléante avait eu 2 enfants avec sa compagne par PMA. On a regroupé les cantons pour assurer la parité homme-femme dans ce paradis des hommes qu'étaient les conseils généraux devenus départementaux, ce qui fait que dans ce canton rural, affilié, enfin marié avec un canton urbain où il y a énormément d'immigration, celui qui parle à l'agriculteur de Tiercé semble tout droit, M. Noureddine, elle paraît tout droit sortie d'un tunnel du Hamas. La mère, parce que c'est une mère maintenant, qui était mariée avec le responsable de la FNSEA, c'est lui qui tenait le haut du pavé, il y a 20 ans, le gars il est dégagé, il erre comme une âme en peine au fond de la salle. La mère m'annonce qu'on s'est regroupé avec 8 communes, que Châteauneuf-sur-Sarthe ne s'appelle plus Châteauneuf, mais s'appelle les Hauts d'Anjou, qu'on a regroupé les 8 communes, et donc, comme évidemment les élus sont les élus dans les communes les plus importantes, il y a 3 communes qui n'ont plus d'élus. Je lui dis, mais la mairie, comment ça va se passer? Ah ben la mairie, on abandonne. Et on me montre une vidéo avec un truc en verre, en béton, etc., construit sur les bords de la Sarthe, une horreur absolue, parce qu'elle me dit, vous comprenez, il faut faire des économies d'échelle. Je me demandais si elle parlait de l'échelle de Richter, mais enfin, c'est... Mais je dis, mais qu'est-ce qui devient Robert Lefort, là, l'ancêtre des Capétiens 855, la bataille de Brissart? Il s'adosse à un arbre parce qu'il a été blessé à mort. Il attend les Vikings qui descendent du Mans pour piller toute cette partie du département de Maine-et-Loire. Oh, on me dit, vous savez, Robert Lefort, ça n'intéresse plus personne. Mais ce que je me suis dit dans cette affaire, c'est que toutes ces réformes, je les ai portées.
Je me suis battue pour le Pacs, pour le mariage homosexuel. Je me suis battue pour la place des femmes. Je me suis battue pour le regroupement des communes. Je me suis battue pour tout ça. Et à aucun moment, je n'ai réalisé la violence symbolique que j'imposais à mes concitoyens. Non, mais j'entends tout à fait ce que vous dites, madame. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais vous voyez, prenons deux choses. Il est vrai que dans les quartiers populaires issus de l'immigration, qu'on appelle les quartiers, ce qui est un scandale, ce sont des faubourgs. Nous habitons tous un quartier. On appelle politique de la ville la politique de l'immigration. On peut mettre des caches sexes comme pas partout, mais enfin derrière, on a des problèmes d'immigrés. Ces quartiers étaient habités par des gens qui étaient communistes et qui tenaient par les réseaux sociaux, de la culture, etc., les centres sociaux et tout. Ils sont partis. Ils ont allé habiter dans le périurbain. Ces quartiers se structurent par l'islam et par des militants islamistes et qui effectivement, les associations de mamans, heureusement qu'elles sont là d'ailleurs bien souvent parce que les jeunes... Je vous rappelle que 40% des femmes, des logements sont occupés par des femmes seules avec enfants dans les quartiers issus de l'immigration. Donc on voit bien comment ça fonctionne. Et si vous les mettez dans d'autres quartiers qui sont complètement différents, sans une réflexion sur toutes ces constructions, forcément, ça crée des tensions et on monte, alors qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence dans ce pays, une très légère depuis 2-3 ans autour de la drogue, autour d'ailleurs depuis le Covid, parce que le Covid a augmenté la violence partout, dans les couples, dans les guerres, sur les autoroutes. À nouveau, on trouve des fous qui vous doublent à 200 à l'heure, ce qui n'arrivait plus. Il y a une augmentation des morts sur les autoroutes et une diminution des accidents. Bon. Donc ça, tout ça. Et donc vous avez raison. Le problème, c'est que c'est exactement la même question que l'Europe. Les gens modestes connaissent d'abord le village, leur famille et la nation. On peut faire des mariages de nations, on peut faire des mariages de communes, mais on ne peut pas les effacer. Et au fond, il va y avoir une pensée, j'allais dire, fédérale. Moi, je me suis beaucoup battu pour la métropole de Marseille, puisque j'ai été élu à Marseille, j'étais vice-président de la communauté urbaine. Et donc, et c'est vrai que mon problème, c'était pour que ça reste la communauté d'Aix-Marseille. Il y a deux centres, deux logiques, deux cultures, on va dire les Grecs et les Romains, si on veut en rajouter. Et on doit avoir cette fédération. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'on a produit du langage technocratique qui fait que les choses perdent leur sens. Or, le sens se transmet par la mémoire, par le monument aux morts. Il y a les familles qui ont le nom sur le monument aux morts et les familles qui n'ont pas leur nom. C'est essentiel. C'est d'ailleurs le monde paysan est un monde qui a évidemment le monument aux morts, le nom, et vous savez que le monde paysan, il y a eu des travaux magnifiques sur les rêves du monde paysan qui sont des rêves qui ressassent l'histoire. Parce qu'être paysan, c'est travailler tous les ans au même endroit. Moi, j'ai une petite ferme. Quand vous taillez la vigne tous les ans, à la même saison, le même geste, et vous avez forcément une réminiscence. Dans les autres métiers, on avance. Dans l'agriculture, je ne dis pas qu'on n'avance pas, mais l'essentiel du travail est répétitif au même endroit, au même moment, etc. Donc, toutes ces choses-là, on n'y a pas été sensible. Moi, je reste un disciple de Michel Rocard. On ne peut pas gouverner sans les sociologues.